bien. Donc on a évoqué tout à l'heure. Moi, ce qui m'avait attiré, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette idée de Maghreb et de Maroc comme terre d'accueil surtout, hein, où le poids du Nord est encore dominant, mais on voit que le Maroc s'en détache de plus en plus, hein, qu'il revendique son hospitalité, sa réputation de terre d'accueil. Hein, et je réinsiste aussi sur l'histoire, hein, le rayonnement des universités arabo-islamiques de Fès, de Tunis ou du Caire atteste cette historicité, hein, mais on y accorde, je crois, encore assez peu d'intérêt. Il y a une diplomatie marocaine qui est véritablement à l'œuvre, hein, et qui facilite ces mobilités interafricaines. Bon, ça a été évoqué ce matin. L'intégration dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est aussi décisive, hein, et a facilité effectivement les flux d'arrivée marocains. Donc, bon, ils sont boursiers pour un grand nombre d'entre eux, mais ceux qui ont la chance de venir de familles aisées, eh bien, peuvent accéder aux universités privées qui se développent de plus en plus. Hein. Comme le dit Mohamed Todzi, la nouveauté dans l'accueil des étudiants subsahariens au Maroc, c'est la massification, et c'est effectivement ce qui pose problème. Déjà que l'université marocaine était dans une phase importante de massification. Hein. J'ai été en poste pendant plusieurs années où l'université de Marrakech a doublé son nombre d'étudiants et le président Miraoui disait à chaque rentrée on en a encore 10 000 de plus, ou 15 000 de plus, ou 20 000 de plus, et il faut effectivement faire avec. Donc massification ici au Maroc, mais aussi dans ces pays du Sud. Et pour cette massification, eh bien, l'Agence marocaine de coopération internationale a été créée pour y faire face. Importance aussi du développement des études africaines, hein, qui vont pouvoir, sans aucun doute, alimenter à la fois les échanges et aussi les fondements de ces politiques d'intégration et d'insertion. Bon, développement de beaucoup d'établissements privés. Hein, on a ici une photo de l'université privée de Marrakech. Rêve américain, campus marocain, c'est le titre d'un article de Jeune Afrique qui montre bien un petit peu ces mirages de la migration. Et puis il y a aussi développement de l'implantation au sud, hein, dans les universités subsahariennes. C'est le cas de l'université privée de Marrakech qui a installé donc un campus de médecine à Dakar, si je ne me trompe pas. Des réseaux aussi qui se créent avec le sud. Nombreuses écoles qui sont aussi privées, qui se développent comme hub universitaire africain. L'OCP, 3 écoles pour l'Afrique, également à Ben Gurir. Quand on connaît la région de Ben Gurir, on a l'impression d'avoir là tout d'un coup quelque chose qui sort de nulle part et qui est en train d'accueillir le reste de l'Afrique. C'est assez... c'est très intéressant, hein, orienté vers l'agriculture, l'architecture et le business. Donc des écoles qui sont dédiées à l'Afrique et qui travaillent pour l'environnement africain. Voilà, donc cette migration estudiantine, elle s'organise de mieux en mieux, hein, avec des réseaux, des associations communautaires. Lorsque j'étais à Marrakech, j'ai accueilli beaucoup d'étudiants venant d'associations subsahariennes, hein, qui, comme j'étais à l'Institut français, ils recherchaient à la fois un soutien et des financements qu'on leur a donné dans la mesure du possible. Mais on les voyait effectivement très actifs, on les a accueillis pour des expositions, et notamment dans le cadre de campagnes contre le racisme dont ils étaient malheureusement assez souvent victimes. Hein. Confédération des étudiants, élèves et stagiaires africains au Maroc. Bien, alors j'aborde maintenant, il me reste combien de temps, Monsieur le Président? C'est 14 minutes pour être précis. 14 minutes, bien. Alors, les voies d'interculturalité. On en vient maintenant au côté plus didactique. Donc, le migrant est un étranger et ce qui caractérise l'étranger, eh bien, c'est qu'il est considéré comme une espèce à part. Hein, c'est-à-dire qu'il est uniformisé sous la figure de l'étranger. L'étranger, il n'a pas d'individualité, et c'est là que commence, si vous voulez, une certaine forme de déshumanisation de cet étranger. Ses caractéristiques individuelles ne sont pas perçues, on ne fait attention qu'à son origine étrangère qu'il partage ou ne peut pas partager avec beaucoup d'autres.
l'élément de distance, en ce qui les concerne, n'est pas moins général que l'élément de proximité. Donc c'est un extrait de Georges Simmel, Digression sur l'étranger. Donc l'interculturel est depuis longtemps une des perspectives et une des voies qui effectivement permet de construire la relation avec cet étranger, avec l'autre. Bien. Comme le souligne Marbourg dans un entretien qui était publié il y a quelque temps sur le site de son laboratoire, le Lyrique, les rapports entre langue et culture font aujourd'hui d'une manière générale l'objet d'enjeux qui dépassent largement la simplitude linguistique ou littéraire, et l'enseignement est sans aucun doute le levier essentiel sur lequel on peut fonder un rapport entre cultures qui ne relève pas du fameux choc des civilisations qui est aujourd'hui mis en avant par certains idéologues. Bon, pour moi, depuis longtemps, la langue est indissociable de la culture, mais je crois que ce sont des choses bien connues sur lesquelles je ne prétendrai pas. Hein. Je rentre dans la version faible de l'hypothèse que l'on dit de Sapir-Whorf. La langue reflète la culture par rapport à une version forte selon laquelle les catégories linguistiques conditionneraient notre vision du monde. Le langage, comme le dit Philippe Blanchet, nous assiste dans son pouvoir heuristique et nous retarde dans ses formes contraignantes. Il est une parfaite traduction des données symboliques de l'expérience. Chaque langue ou variété offre une version du monde spécifique. Donc, ce sont des choses qui sont bien connues et sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Alors, la didactique des langues cultures, elle a connu ses premières, enfin l'interculturalité, pardon, a connu ses premières manifestations en Europe et en France à travers les travaux du Conseil de l'Europe. Pour mémoire, je rappelle que le Conseil de l'Europe n'est pas la communauté européenne, mais cette organisation non gouvernementale créée après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1948, avec pour vocation de travailler à la paix des pays européens. Et l'un de ces axes, à part celui de la citoyenneté, l'un de ces axes majeurs est celui des politiques linguistiques. Et c'est ainsi que le Conseil de l'Europe est devenu peu à peu spécialiste dans les politiques linguistiques et dans l'enseignement des langues, et a fini par mettre au jour quelque chose qui est très connu aujourd'hui, et derrière lequel il se cache, qui est le cadre commun européen de référence des langues. Et à partir des années 70, avec l'immigration en Europe, une immigration de travail essentiellement, eh bien, il y a eu les premiers travaux du Conseil de l'Europe, auxquels pour la France, Louis Porcher a largement participé. Alors, bon, il y a différentes étapes dans l'évolution de la didactique, de l'interculturalité à travers la politique du Conseil de l'Europe. On est passé de la pédagogie interculturelle à l'éducation interculturelle avec Abdallah Pretsai Porcher. Elle dit puis la didactique du plurilinguisme et le pluriculturalisme, particulièrement avec Post, Le Monde à rater et leur fameuse publication de 1997. Puis l'éducation aux langues et aux cultures, avec la forte collaboration du Centre européen des langues vivantes, notamment les travaux de Michel Tondelier, puis les approches plurielles, éveil aux langues, didactique intégrée des langues, intercompréhension entre langues parentes, approche interculturelle, jusqu'au CARAP, le cadre de référence pour les approches plurielles, Tondelier, De Pietro, Castellotti, Clairdon. Alors, je n'avais pas prévu d'en parler, mais Guy m'a laissé entendre que peut-être ce serait intéressant. Il faut savoir qu'en France, la pédagogie interculturelle est née à propos des migrants, donc dans les années 70, au moment de cette forte immigration ouvrière, on va dire, en provenance du Maghreb majoritairement. Et à ce moment-là, il y a toute une politique à la fois d'accueil, de mise en place de classes spécifiques pour accueillir les enfants, on les appelait des classes d'accueil. Et en même temps, ce qui est intéressant, la mise en place avec différents pays d'où venaient les principaux immigrants, notamment le Maroc, l'Algérie, mais aussi le Portugal, l'Italie, et bien de ce qu'on a appelé l'enseignement des langues et cultures d'origine, les ELCO, qui est encore existant, et qui donc a été mis en place officiellement dans l'enseignement public français. Et malheureusement, ces enseignements d'ELCO n'ont rencontré que des difficultés en dépit de l'intention louable de laquelle ils partaient et ils relèvent encore, à savoir permettre donc aux enfants d'origine étrangère de garder un lien avec leur langue et culture d'origine, comme le dit le texte, et donc devenir officiellement des locuteurs et des individus plurilingues dans la société d'accueil avec une reconnaissance de leur langue. Donc,
Bon, Porcher, qui a défendu ces échos, disait insérer les enfants ou les travailleurs étrangers dans une communauté d'accueil, cela signifie ouvrir cette communauté vers eux, mais d'autre part veiller à ce que cette ouverture ne produise pas un oubli ou un déracinement par rapport aux cultures d'origine. Par conséquent, l'insertion, c'est la volonté de mener à bien une pédagogie double, c'est-à-dire une pédagogie qui à la fois préserve et développe l'enracinement culturel et qui d'autre part encourage et développe l'insertion dans la communauté étrangère. Il insistait, lui, sur le terme d'insertion et non d'intégration, qu'il considérait comme synonyme d'assimilation. Alors, on a eu donc des classes d'accueil, on a eu une pédagogie interculturelle, on est passé d'une didactique du français langue étrangère au français langue seconde, et l'intérêt de cette terminologie français langue seconde est qu'elle laisse entendre qu'il y a des langues premières, et c'était donc reconnaître effectivement que l'on avait affaire à des enfants, des individus plurilingues qui pouvaient et avaient le droit de conserver leur langue. On est passé ensuite à une didactique du français langue de scolarisation avec une sorte de français sur objectif spécifique adapté aux disciplines scolaires. Et puis les classes d'accueil, on a évolué vers des dispositifs d'accueil et d'intégration, notamment dans les collèges, où l'on avait une partie accueil qui durait 6 mois par exemple, et une intégration progressive dans les classes de français, de mathématiques, de langue, de façon à ce que justement les diverses spécialités disciplinaires soient peu à peu maîtrisées par les élèves. On est maintenant dans une configuration où on a une siglaison un peu gênante, je trouve. Les UP2A sont les classes qui accueillent ces élèves, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Malheureusement, je pense que les vertus de l'accueil qui ont présidé à l'origine de ces textes ne se retrouvent pas dans ces unités. En fait, on a été toujours en tension en France entre deux modèles. Et je pense que c'est peut-être intéressant si vous réfléchissez à ce qui peut se passer dans des établissements scolaires, c'est-à-dire des classes d'accueil qui ont eu tendance à fonctionner comme des cocons, où les élèves se retrouvaient comme les poussins autour de la mère poule qui serait l'enseignant, pardonnez-moi la métaphore, mais elle a quand même quelque chose de vrai. Et puis des dispositifs dans lesquels les enseignants disparaissent un petit peu et où effectivement la qualité de l'accueil et la qualité du suivi des élèves n'est pas véritablement maintenue parce que les difficultés administratives font que c'est parfois insurmontable. Alors, on a mis les classes d'accueil ont véritablement très souvent porté leur nom. Vertu d'accueil, vertu d'hospitalité. Et on a ici les travaux d'Anne Gottman qui ont mis en évidence et rendu hommage aux associations d'accueil, d'aide et de formation pour les réfugiés, les immigrés, les exilés, les sans-papiers, etc. Bien, il y a une importance à accorder aux dimensions culturelles de l'enseignement-apprentissage, aux cultures éducatives et didactiques, lorsqu'on accueille des élèves venant d'une autre région ou d'un autre continent. Mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus parce que sinon je ne pourrais pas arriver à la partie didactique. Il me reste 7 minutes. Bien, ça devrait aller. Donc, j'en viens maintenant à la partie sociodidactique. Je pense qu'il y a un travail important à faire sur les paysages linguistiques, dans le cadre d'une éducation aux langues et aux cultures, avec des activités linguistiques culturelles qui permettent, par exemple, pour les immigrants de repérer, alors dans l'environnement, si on est dans une classe de français, on va s'intéresser à ce qui relève du français dans l'environnement marocain, signalétique, nom de rue, nom de boutique, la publicité, les hôtels, les vitrines, etc. Ce sont des choses connues, donc je n'insiste pas, mais ça, précisons quand même que cela amène à une décentration, à un autre regard sur soi, et surtout à une prise de conscience des variétés et des mélanges qui sont en permanence dans l'environnement des pays plurilingues, avec non seulement du plurilinguisme, mais du pluripodisme et de la plurilogie. On a un dynamisme et une complémentarité des langues dans l'espace public que l'on ne trouve pas dans l'espace institutionnel et politique. Le capital de mobilité, je passerai là-dessus. Alors, la dernière partie que j'aborde, c'est celle qui, effectivement, est développée depuis quelques années et que d'autres collègues ont travaillé, que ce soit Cluc et Devin, par exemple, ou bien Philippe Blanchet également, comme on va le voir. Et moi, je m'y suis largement intéressée aussi à travers une connaissance, une éducation à la francophonie, richesse et valeur d'une langue en partage et à partager.
Alors, on peut construire des sortes de parcours, donc de découverte de connaissances de la francophonie pour les étudiants à travers une étude sur la situation des jeunes dans l'espace francophone. Je signale les travaux de l'ODCEF, Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, qui permettent d'étudier un portrait des jeunes dans l'espace francophone, par exemple, d'en dresser une cartographie. Il y a toutes les ressources en ligne des médias francophones, TV5 Monde, RFI, AUF, Franc-Parler, où l'on trouve à la fois des vidéos, des audios, des fiches pédagogiques, une transcription des vidéos, et qui peuvent être travaillées en classe ou à distance, y compris pour de grands groupes, parce que c'est souvent le problème que l'on a, notamment au Maroc, mais dans d'autres pays, où l'on a des contenus informatifs, mais aussi des expressions et des extraits et des passages de littérature francophone. Donc voici RFI, TV5 Monde, où on a à la fois apprendre le français, mais aussi des outils des ressources pour enseigner le français. Bon, je signale une émission qui est particulièrement utile pour travailler les francophonies pluriculturelles. Elle s'appelle Destination Francophonie, elle existe depuis de longues années et elle vise à présenter la langue française sous tous ses aspects, en associant une thématique à un pays ou en décrivant la situation du français dans un pays particulier. Il s'agit de montrer que le français est une langue plurielle, donc là, c'est une visualisation des différents endroits, et il y en a plus encore aujourd'hui, où ont été faits les reportages. Donc, on a des pays très francophones, des régions très francophones, des villes francophones, et parfois on va chercher des traces de la francophonie dans l'histoire ou dans l'actualité. Bon, ici vous avez Casablanca, on nous dit une ville riche de la diversité de ses habitants, plus grande ville du Maghreb, capitale économique du Maroc, un pays réputé pour son multiculturalisme, où le vivre ensemble est illustré par deux reportages, l'un sur les femmes sénégalaises à Casablanca et l'autre sur le musée du judaïsme. Alors, j'aurais voulu vous passer une vidéo, mais on m'a dit que j'avais pas de son. Alors, j'en suis un peu navrée. Il y a donc deux reportages très intéressants sur l'utilisation du slam au Gabon, comme activité pour travailler le français et les approches plurielles, où en fait, les slameurs expliquent les raisons du succès du slam au Gabon, mais un slam qui est effectivement majoritairement d'expression française. L'un des slameurs met bien en avant le fait que ce slam en français est évidemment un résultat de la colonisation, mais il dit on s'y est fait, donc on fait avec, et maintenant majoritairement on slame en français. Le slam, pour ceux qui le connaissent, on voit bien les intérêts, mais pour l'avoir pratiqué et fait pratiquer à des jeunes, c'est vraiment une expression qui a beaucoup de vertus parce qu'il permet de rentrer dans l'écriture. Et pour des jeunes qui n'ont pas forcément un très haut niveau de langue, ils y rentrent très vite et ça peut être un accès pour effectivement une textualité beaucoup plus construite et à la littérature également ensuite. Bien, donc tout ça passe par ce qu'on a une didactisation, des reportages vidéo, la tradition en fleurs, on dit didactisation des documents authentiques, mais c'est presque réducteur lorsqu'on a affaire à des reportages culturels ou à des expressions culturelles plus importantes. Mais ce reportage, il peut être utilisé, je pense que c'est intéressant parce que ce sont des ressources qui sont complexes, parce qu'une vidéo c'est quelque chose de complexe, mais en même temps, il peut être adapté au niveau des apprenants que l'on a en face de soi. C'est le niveau des exigences que l'on va demander aux apprenants qui va déterminer, effectivement, ce sont les exigences que l'on va attendre des apprenants qui vont finalement pouvoir s'adapter à leur niveau, et non pas le support qu'on adapte au niveau des apprenants. Et je pense que l'approche de la complexité en didactique est désormais quelque chose d'incontournable dans les sociétés d'aujourd'hui où effectivement on est dans un monde à la fois d'images, de discours et de textes, et c'est aussi le moyen d'entrer dans les littératies. Ça y est, j'ai fini mon temps ? Mon pronom nous dit que c'est fini. Bien, alors j'ai pratiquement terminé. Fonction de déclencheur, de découverte, fonction illustrative. Le reportage me semble adéquat car il mélange dialogue, image, actualité et commentaire.
Bien, donc chaque fois sur TV5 Monde, on a à la fois le film et des transcriptions, ce qui est aussi important. Alors je signale aussi sur TV5 eh bien, des outils pour travailler langue et variation. Hein. La diffusion du français dans le temps et dans l'espace lui a fait prendre des colorations particulières suivant les pays, les couches sociales ou les époques. Et lorsqu'on devient francophone, il importe de prendre conscience et connaissance de cette variété et de travailler sur les relations que les francophones des divers espaces doivent entretenir entre eux. Voilà, donc vous avez une émission qui s'appelle La langue en dit long, toujours sur TV5 Monde, où l'on fait un peu l'histoire de la langue, de ses emprunts, hein, et notamment ceux qui viennent de la langue arabe. Et puis une création récente de Blanchet, Claire Conan et Ludwig Lindegen, qui est un jeu qui s'appelle les Francophonies, un jeu de cartes. Voilà, je vous le montre, vous pourrez le consulter tout à l'heure. Vous avez 6 lots de cartes de couleurs différentes. On peut les jouer à partir de 15 ans. Et sur chacune des cartes, eh bien, on va trouver la série Voyager, la série Mots et Expressions, la série des blagues ou devinettes, Histoire et politique, et différentes questions qui effectivement permettent de s'approcher du monde francophone dans ses différentes dimensions, à la fois sur le plan du vocabulaire ou sur le plan des connaissances géographiques ou des expressions. Donc c'est un matériel qui peut être utilisé avec un public d'origine francophone ou en contact avec la francophonie et qui concerne donc la richesse de ces univers et qui peut, dans une approche interculturelle, servir de point d'appui pour permettre donc aux élèves ou aux étudiants eh bien, de prendre la parole, de s'impliquer, de faire part de leur connaissance, de leur environnement et donc de prendre appui sur cela pour développer ensuite d'autres types de connaissances. Voilà, donc en conclusion, eh bien, je pense que dans l'approche socio-didactique, ce qui est important, c'est que c'est surtout d'abord la démarche, la connaissance du public élève-étudiant ou adulte, du contexte social, politique et culturel, la capacité des enseignants et des formateurs à utiliser des supports qui sont pris sur le contexte, sur les langues et l'identité des apprenants, sur leurs caractéristiques sociales et sociologiques, mais aussi une énorme capacité d'accueil, d'écoute et d'observation. Donc les médias offrent aujourd'hui des possibilités et des formes de didactisation qui doivent pouvoir convenir aux actuels étudiants, soucieux de regarder le monde qui l'entoure à travers le prisme des langues, cultures et des médias. Il ne s'agit évidemment pas d'exclure les autres pratiques littéraires ou artistiques, les littératures orales, le théâtre, on a eu de très beaux exemples ce matin, mais bon, de disposer d'une approche qui effectivement peut s'adresser à différents types de publics et dès les premiers niveaux, et aussi de travailler sous différents dispositifs didactiques comme la classe inversée, l'exposé ou les sorties. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Un peu long. Non, mais intéressant. Bien. Alors, je ferai de mon mieux aussi pour survoler un peu les 50 minutes. Alors, donc, migration, mobilité et médiation intertransculturelle francophone. À partir d'un parcours de recherche, mais encore à partir d'une expérience remarquable. Alors, vous êtes intéressé au phénomène de mobilité des pays du Maghreb. Bon, vous avez, je ne sais pas, ça vous a permis quand même de construire un concept. Espace universel mondialisé au Maghreb. Vous avez quand même traité de cette évidence d'une approche socio-didactique, de l'approche aussi interculturelle qui devient une nécessité pour intégrer intégrer les immigrants dans les activités de mobilité internationale. Alors, vous avez quand même mis en valeur ce pourcentage important des immigrants africains, alors notamment marocains, algériens dans les universités françaises, qui sont sur plusieurs filières et plusieurs niveaux. Et donc dans une deuxième grande partie de votre conférence et à travers votre affiliation,
à des organisations différentes, à différents réseaux. Donc, vous vous êtes intéressé à l'écologie. J'ai caractérisé, c'est une écologie attitudinale et comportementale des différentes instances, des différents acteurs et des différentes parties concernées par cette mobilité. Cette mobilité qui bénéficie, avez-vous souligné, d'une stratégie d'accueil et d'intégration, tant sur le plan linguistique, culturel, vous avez parlé de la culturation, et donc c'est des conditions pour une immersion favorable dans le contexte d'études, surtout à l'université. Dans une troisième partie aussi de votre présentation, alors il était question quand même d'une expertise menée sur le terrain, donc vous êtes praticienne aussi, je l'avais remarquablement vu sur votre parcours, et donc ça revient dans votre conférence. Là, c'est une expertise menée sur le terrain en vue de redynamiser donc différentes dimensions de l'enseignement du français. Donc c'est des travaux de recherche, c'est de la diffusion des méthodologies d'enseignement, mais c'est de la diffusion aussi des ressources pédagogiques pour promouvoir la langue française et son enseignement dans différents contextes géographiques, culturels et linguistiques. Toute dernière chose que vous avez soulignée, et c'était explicitement sur votre conclusion, alors vous avez souligné donc les avantages que l'on peut tirer d'une approche dite sociodidactique, dans le sens où il permet aussi bien aux praticiens, aux didacticiens, d'adapter quand même leur discours, leurs interventions aux spécificités du public. J'espère que je n'ai pas trahi votre pensée. Voilà. Je vous remercie, non Très bien. Je suis tombée dans le défaut de tu veux trop embrasser ma train. C'est possible. Je crois que j'ai voulu dire beaucoup de choses. Bon, mais l'assistance va nous donner son sentiment. Donc je donne la parole au public, c'est ça? À moins que... non, je ne sais pas, mais je vous remercie en tout cas. C'est moi. C'est moi. Je ne me sens pas trahie du tout. C'est très bien, c'est très bien. Bien, alors, je vous invite quand même à tirer profit de la fécondité de discours, quand même de la richesse des différents dossiers. Chacun, en ce qui l'intéressait peut-être, donc je note les noms des intervenants. Si vous avez des questions, des répliques, des ripostes, donc vous voudrez bien adresser au professeur Claude Cortier. Les étudiants, n'hésitez pas. Sinon, vous risquez de ne pas valider votre semestre. Vous voulez faciliter la tâche et passer à autre chose? À part maintenant, si vous avez l'intention qu'on revienne après, que vous voulez bien vous adresser au professeur Claude Cortier. Je voudrais juste vous poser une petite question à propos de cet échange interculturel entre, soi-disant, les étrangers, les migrants, les maghrébins et les professeurs de France. Si les maghrébins, ou en tout cas les étrangers qui viennent en France et qui apprennent cette autre culture, qui apprennent la culture des autres, donc il y a ce que vous avez appelé l'interculturel, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de votre dimension, c'est-à-dire qu'apprend le professeur de ces étudiants qui viennent de l'étranger? Merci. Tout d'abord, je vous remercie, madame, de votre intervention. Vous vous présentez.
Je suis étudiante en master M2 didactique du français. Madame, vous avez dit que l'étranger n'a pas d'individualité. J'ai pas bien saisi, ça veut dire quoi, individualité? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tenais à remercier Madame Gauthier pour son intervention qui était très riche. Vous avez bien parlé de la sociodidactique comme un outil que l'approche sociodidactique nous permet aux professeurs et aux didacticiens de prendre en considération les caractéristiques et les particularités culturelles des apprenants. Mais en matière de pratique, lorsqu'on fait une classe où il y a des étudiants étrangers qui viennent par exemple du Maghreb ou bien de l'Afrique subsaharienne et d'autres étudiants qui sont autochtones, qui sont français de souche. Donc, comment dans ce cas-là, comment le professeur ou bien comment l'enseignant pour adapter, ou bien pour appliquer en quelque sorte cette approche sociodidactique, ou bien comment il peut adapter son discours de façon à transmettre, ou bien transmettre ce savoir à un public qui est étranger ou un public qui est autochtone. Point d'interrogation. Merci Claude, directeur Madame Claude. Donc, il y a un célèbre film qui s'appelle comme ça. Donc, non, je voulais juste m'interroger avec vous, vous voyez de façon académique, sur l'impact de ces, par exemple, de l'intégration académique, de ces cours par rapport à l'intégration académique, par exemple pour les étudiants chinois en France. Est-ce qu'il y a eu des évaluations? Parce que quand j'ai regardé les programmes, effectivement, ils sont d'un niveau assez standard, c'est-à-dire que ça leur permet de se débrouiller avec la communication au quotidien, c'est-à-dire mais pour rentrer directement dans des niveaux beaucoup plus complexes de discours, de raisonnement et de conceptualisation pour leurs cours à l'université, il y a quand même un certain décalage. Comment réussit-on à combler ce hiatus en fait, entre les deux, et si on peut le faire d'ailleurs. Voilà. Merci. Ces questions et demandes de précision. Bien, je pense qu'il y a effectivement des liens entre les différents commentaires ou questions qui ont été posées. Bon, sur le lien entre, je crois qu'il y a dans la sociodidactique d'emblée une posture qui veut interculturelle, dans la mesure où la sociodidactique, l'approche sociodidactique met en priorité un intérêt pour le public auquel s'adresse l'enseignement, la classe, l'interaction. Donc, ce qui est important, c'est de trouver divers moyens, d'utiliser des outils qui sont à adapter en fonction de la façon dont on peut échanger réellement avec les personnes qui sont en face de soi, si on a une langue commune ou si on n'en a pas. Mais bon, les outils qui ont pu être mis en avant, c'est par exemple la biographie langagière, mais qui peut être traduite par divers moyens. Et cette connaissance du public permet de rentrer dans une démarche interculturelle, puisque, de fait, on s'intéresse à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il représente, à sa situation. Donc, c'est faire en sorte qu'il ne soit plus un étranger, c'est-à-dire quelqu'un d'indifférencié dont on ne connaît pas les caractéristiques. Et ce qui gêne lorsque je disais que l'étranger n'avait pas d'individualité, c'est quelque chose qui n'a pas été dit que moi d'ailleurs, et qui a déjà fait l'objet
d'œuvres romanesques célèbres ou de points de vue célèbres. C'est-à-dire que l'étranger, c'est mettre en place, parler des étrangers, c'est mettre en place une catégorie humaine. Une sorte d'espèce humaine qui existe dans nos sociétés, mais qui subit des traitements divers et presque parfois inhumains. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire, c'est lutter contre une vision de l'étranger qui le déshumanise. Et le propre, je pense, de l'approche interculturelle et aussi, je souhaite, de l'approche sociodidactique, c'est de rendre leur humanité et leur identité aux personnes avec lesquelles on va interagir et auxquelles on va être confronté ou avec lesquelles on va se trouver en face dans notre enseignement. Alors, il y a une des questions qui est sans doute la plus difficile, à laquelle il faut répondre en tant qu'enseignant, c'est comment ça marche et comment on s'y prend dans le quotidien de la classe. Bon, je ne peux pas répondre d'une manière générale, c'est encore une fois, chaque situation de classe, chaque situation d'enseignement-apprentissage a ses caractéristiques et c'est vrai qu'il faut être un enseignant expérimenté pour pouvoir être capable de faire face à cette diversité. On ne devient peut-être vraiment jamais d'ailleurs complètement expert parce qu'on est toujours confronté à des difficultés et on est toujours surpris parfois par les réactions du public que l'on a en face de soi. Mais la gestion, on a longtemps parlé en France de ce qu'on appelle encore la gestion de l'hétérogénéité, c'est-à-dire être effectivement confronté non seulement à des élèves de niveaux différents, mais aussi avec des cultures et des langues différentes. Alors, ce que les dispositifs d'accueil, les classes d'accueil visaient justement à écarter, c'était des classes hétérogènes, mais en même temps, dans ces classes hétérogènes, les nouveaux arrivants, ils sont en quelque sorte, ils sont catégorisés de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont tous nouveaux arrivants, et il y a une telle hétérogénéité de parcours, de langue, qu'on ne peut pas, dans un premier temps, les traiter de façon différenciée. Donc, on va travailler comme en méthode directe, je dirais d'une certaine façon, cette méthodologie qui a été particulièrement répandue à la fin du 19e et du 20e siècle, où on force une immersion parce qu'on n'a pas trop le choix. On ne peut pas parler à chacun ou faire l'effort de parler à chacun dans sa langue, mais très vite, dès qu'on a les moyens, on essaye de s'approcher des individualités. Et les dispositifs d'accueil qui ont été mis en place avaient un côté intéressant quand ils étaient bien, ils pouvaient bien fonctionner, c'est qu'on peut utiliser des interprètes. Et que les interprètes sont extrêmement utiles pour pouvoir évaluer les parcours antérieurs des élèves. Je parle ici de l'enseignement scolaire, je ne suis pas du tout dans le cas des étudiants. Et dans le cadre de l'enseignement scolaire, pouvoir bénéficier d'interprètes, utiliser des tests, parce qu'on a construit des tests, par exemple en mathématiques, des tests spécifiques que l'on peut faire passer, sans trop avoir besoin effectivement d'avoir des interprètes, et puis les consignes étaient rédigées dans les grandes langues, si vous voulez, de provenance des immigrants. Donc avec ça, on a quand même une idée du parcours scolaire antérieur, et on arrive effectivement à avoir dans une classe une idée un peu plus précise du public que l'on a en face de soi. Et petit à petit, les relations se construisent, mais c'est effectivement très complexe. Et si vous restez parmi nous, je vous annonce que sur le programme, il y a des interventions qui pourraient vous apporter d'autres éléments. Des compléments, oui. Heureusement. Bien. Je n'ai pas répondu à ce que demandait notre collègue Abdelhak, la question du français sur objectif universitaire, c'est celle-ci. En tout cas, c'est ce qui est proposé pour l'accueil, vous disiez relativement indifférencié dans un premier temps des étudiants, mais ce qui a été mis en place par Chantal Parpet a eu la particularité quand même de rentrer dans le détail, Parpet et Chantal, de rentrer dans le détail des contenus académiques, disciplinaires et des attendus plus spécifiques
d'une formation ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on va travailler le diagnostic lorsqu'on est en médecine ou le compte-rendu de TP lorsqu'on est en sciences avec les exigences académiques qui vont avec ces disciplines. Donc, si on peut admettre que l'on est au début quelque chose de relativement indifférencié, ensuite on va quand même davantage dans le détail des formations. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut effectivement travailler davantage les approches, la conceptualisation propre à chacune des disciplines. Évidemment, ces démarches n'ont pas un pouvoir qui va au-delà des efforts aussi consentis par les étudiants. Ça demande aussi un travail évidemment personnel des étudiants. Bien, donc votre nom. Oui, ça va, vous avez fait le tour des questions. Bien, écoutez, je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez apporté, alors toutes les données pertinentes, et je déclare donc la séance levée. Encore merci.